Bonjour et bienvenue en cette début d'année 2016, première édition du Sguardo donc Cru 2016. Avec nous durant toute cette semaine, Laurent Marcangeli, bonjour. Bonjour. Député maire d'Ajaccio, on va parcourir durant toute cette semaine ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines. L'actualité qui a été plutôt agitée pour une fin d'année. Et on va dire ça comme ça. Alors, bien évidemment, un dossier chaud qui intéresse la Corse, c'est le dossier des transports maritimes. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours, ces dernières semaines également. On va écouter une courte interview, celle de Jean-Félix Acquavive, le tout nouveau président de l'Office des transports de la Corse. Il va nous livrer un petit peu son analyse et ce que veut faire la collectivité territoriale de Corse en termes de transport maritime. On se rend compte qu'il y a deux optiques à mettre en œuvre. Première optique, bien travailler sur la réforme du contrat de délégation de service public et des obligations de service public pour remettre au centre les fondamentaux, c'est-à-dire une enveloppe de continuité territoriale qui doit servir aux intérêts des résidents corses, des entreprises corses et qui doit atténuer l'handicap d'insularité et non pas une rente pour le fonctionnement des compagnies. J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ce système-là qui a souvent prévalu dans le financement de la continuité durant des décennies. Et le deuxième optique, c'est on voit bien mettre en place un outil commun regroupant les forces qui aujourd'hui peuvent paraître opposées. Je parle des entreprises d'une part de M. Roca et de Corsica Maritima d'autre part, et les partenaires sociaux de l'île pour créer enfin cet outil public-privé maîtrisé par les institutions. Cette compagnie corse permettrait de degré de régulation du système des transports par le biais de l'investissement d'exploitation, en plus que de règles du jeu beaucoup plus claires du point de vue de la continuité territoriale à mettre en œuvre. Laurent Marcangeli, donc l'analyse de Jean-Félix Acquavive, en gros la compagnie régionale. D'abord, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur vos ondes une situation qui ne peut pas être acceptée. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui autorise des groupes de personnes à bloquer l'activité économique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les pouvoirs publics ne fassent pas en sorte que ces troubles à l'ordre public cessent. Ce qui se passe ne me convient pas en tant qu'élu, mais même en tant que simple citoyen. Ce n'est pas acceptable qu'on empêche de manière illégale le transport de marchandises légalement organisé par l'entreprise Corsica Maritima qui s'est créée, qui est un groupement d'entreprises corse, qui a un projet qui est bien défini et qui, à travers Corsica Line, a décidé de lancer sa propre offre en matière de fret. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Sur la compagnie maritime régionale, il y a deux éléments stratégiques qu'il faut, je pense, souligner. La première, c'est ce qu'a dit M. Acquavive, c'est le fait de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour essayer de les faire travailler ensemble. Et ça, effectivement, la collectivité territoriale de Corse, avec la nouvelle majorité, a raison d'essayer de permettre une synergie pour qu'on ne soit pas dans une multiplicité d'offres concurrentes qui vont peut-être d'ailleurs, de par cette concurrence, faire du mal à l'offre elle-même et peut-être même aussi créer les conditions d'un affrontement trop dur, économiquement j'entends. Je crois que c'est le rôle de la collectivité territoriale de Corse aussi d'essayer de trouver les voies et moyens d'un rassemblement, des synergies et des forces pour faire en sorte qu'on règle ce problème. Moi, sur la compagnie maritime publique régionale, je suis défavorable. Je l'ai toujours été. Je considère que c'est un système économique qui va à l'encontre des réalités du monde dans lequel nous vivons. Alors je sais que le président de l'Office des transports s'est rendu à Bruxelles. Je ne connais pas la technicité du dossier dans toutes, je dirais, ses facettes, mais sur le principe économique d'une compagnie maritime publique, je le dis très clairement, même si c'est d'un partenariat public-privé dont il parle, moi je suis pour l'offre privée. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui... je pense, rendra difficile à la collectivité territoriale de Corse de prendre à sa charge le transport de passagers en matière de maritime. On a une compagnie aérienne qui marche très bien, dont on peut se féliciter du travail, c'est déjà suffisamment important. Et par contre, voir la collectivité territoriale de Corse, soit totalement, soit pour partie avec un partenariat privé, s'occuper du maritime, à mon avis, n'est pas une bonne chose pour l'avenir. Donc voilà moi ce que j'ai à dire là-dessus, sous réserve de voir ensuite la manière dont les choses seront posées, parce qu'on est encore bien loin d'une finalité, il y a une perspective. Et en cela, d'ailleurs, la famille politique à laquelle appartient Jean-Félix Acquavive est fidèle à ce qu'elle l'a dit, et ce qu'elle a toujours proposé.
Et ces élections ont été remportées. Et il n'y a rien à dire, la majorité applique la politique qu'elle a toujours souhaité appliquer lorsqu'elle était dans l'opposition. Moi, en ce qui me concerne, sur cette politique de transport, et notamment sur celle d'une compagnie maritime où la collectivité territoriale de Corse aurait, excusez-moi l'expression, des billes, je ne suis pas favorable. Une offre privée avec une OSP ou des DSP? Des OSP ou une OSP? Toutes les pistes doivent être examinées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la continuité de services publics ne soit pas mise en cause. C'est que les Corses qui donnent de l'argent dans le cadre notamment d'une délégation de services publics aujourd'hui ne soient pas, excusez-moi, je sais que l'expression déplaît à certains, mais je vais encore l'employé pris en otage, parce que voilà, c'est ce qui se passe. On prend en otage une économie, on prend en otage une île, on ne respecte pas la loi, et c'est la Corse qui trinque. Et c'est les habitants de la Corse qui trinquent. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises sur ce sujet. Il faut une continuité du service public, ou sinon ça ne sert plus à rien d'avoir un service public des transports. Donc moi, je fais confiance tout de même à l'économie privée. Je crois qu'elle est à même de pouvoir amener des solutions. La collectivité territoriale de Corse, elle a des obligations en la matière. Je ne pense pas que son obligation, ce soit de créer elle-même une compagnie à ses frais, même s'ils sont partagés avec du privé. On a entendu parler aussi beaucoup de la suprématie du port de Marseille, en fait, et du silence un petit peu des élus de la région PACA. Ah, mais les élus de la région PACA sont dans une situation extrêmement malaisée. Je me mets à leur place. Mais moi, je suis élu de la Corse. Et je suis aujourd'hui obligé de dire qu'il y a un problème entre la Corse et le port de Marseille. C'est une réalité qu'on constate malheureusement avec acuité depuis maintenant plusieurs années. Et que je protège avant tout les intérêts de la Corse et des Corses. Et c'est ça qui m'importe. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'effectivement, il y a un silence assourdissant, mais il y a surtout un silence assourdissant de la part des pouvoirs publics. Je vous dis encore, il est grave qu'on puisse bloquer une institution portuaire avec peu de gens, dans des conditions telles que nous l'avons vu la semaine dernière. Ce n'est pas acceptable. Et en tout cas, moi, je ne l'accepte pas. Donc nous verrons comment les choses se passeront à l'avenir, mais peut-être que la Corse, effectivement, aura fort à faire et peut-être se tourner vers d'autres ports de la Méditerranée pour y faire ses obligations de service public. Marseille n'est pas le seul port qui est capable d'accueillir l'offre publique telle qu'elle se présente aujourd'hui. Il y a Toulon, il y a Nice, il y a d'autres ports. D'autres ports de la Méditerranée aussi, pas forcément français. Forcément aussi, pas forcément français. Nous avons une île qui nous est très proche, qui est la Sardaigne, l'Italie, avec laquelle nous avons aussi des liens économiques. Je crois qu'aucune piste ne doit être, à mon avis, fermée. Mais bon, nous devons quand même, je crois, avoir une liaison avec le continent français et pas forcément le continent italien ou nos amis et cousins sardes. Avec le continent français, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'à Marseille, ça se passe très mal. Et il ne faut pas continuer de se voiler la face. Alors je ne suis pas un expert du dossier, mais moi j'aime ce qui marche. Et je pense que quand ça ne marche pas, un homme politique, il doit au moins tirer la sonnette d'alarme. Moi j'avais en mon temps proposé une législation sur un service minimum pour les passagers, parce que j'estime que voilà, lorsqu'on est passager, on ne peut pas être pris en otage comme cela a été souvent le cas. Et je crois aussi que la Corse aujourd'hui, elle souffre du prix de certaines denrées et que c'est dû en grande partie au coût de transport de ces denrées, que le fret coûte très cher et que l'offre que Corsica Linee a essayé de proposer allait dans le bon sens et qu'aujourd'hui on empêche donc cette offre de se faire tranquillement et ce n'est pas légal. Et quand ce n'est pas légal, eh bien, excusez-moi, je considère qu'il y a un problème qui se pose puisqu'on nous rappelle depuis des années que la Corse, c'est la France et que la France, c'est l'état de droit. Ben, Marseille, jusqu'à preuve du contraire, c'est la France. Le port de Marseille, c'est la France. Et l'état de droit au port de Marseille, visiblement, il n'est pas véritablement observé. Pour terminer sur ce port de Marseille, vous pensez que l'enveloppe de continuité territoriale a surtout profité à ce port de Marseille ? C'est une réalité, à mon avis, économique. Je n'ai pas les données, mais il y a des réalités qui sont là pour être mises sur la table. Je vous dis, je ne suis pas un expert du dossier, mais pendant des années, l'argent de la Corse a aussi profité au port de Marseille. Nous avons un lien historique avec cette ville. C'était la capitale de la Corse, Marseille. Il y avait des milliers, voire même presque 1 million de Corses, ou sur centaines de milliers de Corses qui habitaient à Marseille. Il y a un lien historique entre nous. Il ne faut pas le gommer, il ne faut pas le
l'oublier, ce lien-là. Mais aujourd'hui, on a un problème. On a un problème avec le port, on a un problème sur l'offre maritime, on a un problème avec le fret, on a un problème avec le transport de passagers. Ce problème, il faut l'affronter. Et il faut l'affronter avec les armes du moment et en n'étant pas déconnecté des réalités économiques du monde dans lequel nous évoluons et dans lequel la Corse évolue. D'où mon opposition, pas de principe, mais a priori sur la compagnie maritime publique, même si elle ne sera qu'à moitié publique, selon ce que le nouveau président de l'Office des Transports déclare. Merci beaucoup, Laurent Marcangeli. On va se retrouver demain pour parler d'un nouveau thème d'actualité. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité de la semaine, Laurent Marcangeli. Bonjour. Bonjour. Député maire d'Ajaccio, on va parler ce matin, si vous le voulez bien, des événements qui se sont déroulés à la fin de l'année 2015 du côté des Jardins de l'Empereur notamment. Alors il y a eu dans la nuit de Noël le caillassage des sapeurs-pompiers, les réactions ensuite, des réactions pacifistes d'un côté, des réactions un petit peu plus violentes de l'autre, avec notamment le saccage d'une salle de prière et des manifestations à travers la ville. Ce qui nous a valu la venue de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui est venu donc justement porter le message du gouvernement suite à ces événements. On va écouter Bernard Cazeneuve et on vous retrouve tout de suite après. Je sais que chacun dans cette salle déplore, comme je le fais moi-même, que l'image de la Corse ait pu être ternie ces jours derniers par les agissements de quelques-uns, qui ne représentent en rien ce qu'est la culture profonde de cette île. Mais je sais pouvoir compter sur l'engagement de chacun, sur l'engagement de tous, aux côtés de l'État, pour faire en sorte que la Corse, fidèle à ses valeurs, qui sont celles de la République, demeure, comme elle l'est, à l'être, une terre de fraternité et de respect. Car notre pays, face aux défis qui se présentent à lui, je pense notamment au défi du terrorisme, et aux divisions qu'il engendre, a aujourd'hui besoin de respect. Le respect des lois de la République, le respect de la séparation des pouvoirs et des procédures judiciaires, le respect des représentants du peuple, le respect des représentants de l'État, le respect des adversaires politiques auxquels il est toujours légitime de s'opposer, mais qu'il n'est jamais utile de blesser. Le respect de ceux qui risquent leur vie pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Je pense aux militaires, je pense aux policiers, aux gendarmes, et aux sapeurs-pompiers. Respect de ceux qui se dévouent pour assurer l'éducation de nos enfants. Respect de l'autre, tout simplement. Laurent Marcangeli, voilà, on vous a entendu lors de ces événements. Hein, vous êtes intervenu, notamment dans le quartier des Jardins de l'Empereur, avec les élus dans la caserne des sapeurs-pompiers. Que dire de plus? Pratiquement tout a été dit, et parfois même n'importe quoi, disons-le clairement. Non pas en Corse, mais... certains commentaires qui ont pu être faits par des médias m'ont fortement déplu, m'ont blessé. Je pense que tout Corse qui se respecte peut se sentir blessé par les élucubrations de Christophe Barbier, qui nous considère comme un confetti. Écoutez, moi je vais vous dire, j'ai entendu le ministre qui ne peut pas adhérer aux valeurs de respect qui... était clamé par le ministre de l'Intérieur. Il y a aujourd'hui, dans cette affaire, un recul nécessaire à avoir. Et moi j'attends, comme j'ai toujours fait, lorsqu'il y avait un problème qui se passait, que la justice fasse son travail. Je ne lui fais pas de procès d'intention. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire ainsi. Mais il faut de la fermeté. Plus encore, il faut être implacable, impitoyable. Impitoyable avec ceux qui ont mis en danger la vie de nos soldats du feu dans la nuit du réveillon de Noël. Imaginez comme c'est grave ce qui s'est passé. Des jeunes gens, une jeune femme, ont été agressés. L'objectif des assaillants, c'était pas de caillasser le camion de pompiers, c'était d'attraper les pompiers qui étaient dedans, ce camion. Et il s'en est fallu de peu pour que on n'assiste pas à un lynchage de pompiers. La profession qui est la plus respectée en Corse et même ailleurs, une profession qui est basée sur le dévouement, sur l'effort, une profession qui sauve des vies, qui protège notre nature, bref, une profession qui est normalement inattaquable. Ces jeunes gens, le soir du réveillon, plutôt que d'être dans leur famille, ils étaient sur le terrain. Et on a voulu leur faire du mal. Les gens qui ont fait ça, ils doivent être attrapés, déférés devant un juge et punis. Parce que ce qui s'est passé est intolérable. Il n'est pas tolérable non plus que dans un état de droit,
on demande soi-même l'arrestation de quelqu'un en allant crier dans un quartier. Mais comprenons les gens qui ont fait ça, avant de les condamner. Comprenons l'exaspération. Nous sommes ajacciens. Nous savons que le quartier des Jardins de l'Empereur, d'autres problèmes s'y sont déroulés au cours des dernières années. Et que les choses soient bien claires, ce n'est pas tous les habitants du Jardin de l'Empereur qui en sont la cause. Bien au contraire. J'ai même cru comprendre que certains, lorsque les gens montaient manifester, soutenaient les gens qui venaient manifester. C'est un problème complexe, mais c'est un problème qui demande du recul. C'est un problème qui demande un traitement particulier, adapté. Un traitement d'accompagnement social, d'aménagement du territoire, de désenclavement routier, d'amélioration du cadre de vie. Ça, c'est le rôle des politiques. Mais qui ne pourra également être effectif et efficace qu'à une seule condition. Que la justice, la sécurité soient assurées. Que l'ordre soit établi dans ce quartier. Qu'on ne laisse pas quelques voyous, 10, 15 ou 20, faire la loi dans un quartier au détriment de la vie quotidienne de ses habitants et au détriment de l'image de notre ville. Quant à tout ce qui est attaque à consonance raciste ou islamophobe, je dirais à celles et ceux qui seraient tentés de les excuser ou voire même de les soutenir qu'elles font du mal à la Corse, ni plus ni moins. Parce qu'elles ne sont pas, je pense, la description la plus fidèle à ce que nous sommes, aux valeurs qui sont les nôtres, et à ce qui a permis à cette île d'être souvent dans l'histoire, cité en exemple, lorsqu'il s'est agi d'accueillir, lorsqu'il s'est agi de protéger, lorsqu'il s'est agi d'accepter certains. Et que c'est pas en changeant notre modèle qu'on va aller vers un mieux. Et surtout, lorsque les esprits se reposent un petit peu, pensons à nos amis de confession musulmane ou d'origine maghrébine qui nous ont toujours accompagnés dans nos vies quotidiennes, avec lesquels on n'a jamais eu de problème ou on n'a passé que des bons moments. Pensez à ce qu'ils ont ressenti. Pensez à ce sentiment d'exclusion qui a peut-être été dans leur cœur, alors qu'ils sont corses, puisqu'ils ont toujours été ici avec nous. Ils ont joué au foot avec nous, ils ont été à l'école avec nous, ils ont grandi avec nous. Il y a des mariages mixtes aujourd'hui. Il y a des Corses qui se marient avec des Maghrébines et des Maghrébins qui se marient avec des Corses. Cessons de dire n'importe quoi. Il y a des enfants qui sont issus de cette mixité. Qu'est-ce qu'on veut offrir à ces gens-là? L'exclusion? Le rejet? Parce qu'ils sont d'origine maghrébine ou parce qu'ils ont des consonances musulmanes dans leur prénom? Donc ça, franchement, je pense vraiment que c'est pas un modèle de société que je veux pour mon fils, qui est un bébé aujourd'hui, qui un jour sera un homme. C'est pas d'un côté certains et de l'autre les autres. Et la Corse, elle a vocation à être autre chose qu'un endroit où on crie arabe il faut et où on détruit des lieux où des gens vont prier. Sur le traitement médiatique justement de cette affaire, on a vu un déferlement médiatique au lendemain de la Noël. Certains médias nous montraient justement que certains aspects, on parlait hier de ce qui a pu se passer dans le port de Marseille avec des socioprofessionnels qui sont bloqués. Là, il n'y a pas de ce déferlement médiatique-là, ça vous interpelle aussi? Je suis surpris quand je vois le Premier ministre qui est si prompt à demander à ce que l'ordre républicain règne, le faire avec vigueur lorsqu'il s'agit des incidents qui ne sont pas excusables, qui ont eu lieu à Ajaccio, mais qui en même temps est d'un silence assourdissant lorsque le premier port de France, qui était l'un des plus grands ports d'Europe et qui demeure l'un des plus grands ports d'Europe, est victime d'une action illégale de personnes qui empêchent le fonctionnement de ce port, dans l'illégalité, je le rappelle bien, la plus totale. Donc, deux poids, deux mesures, c'est ce que beaucoup de nos concitoyens pensent aujourd'hui, et je dois dire que je suis, tout comme nos concitoyens, interloqué par le silence des services de l'État à Marseille à l'occasion de cette action totalement déraisonnable de la part de certains syndicalistes. Moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui que cela se passe. Alors après, pour les réactions médiatiques, vous savez, c'est tombé pendant les périodes de Noël. Un peu de calme. C'est une période où, justement, on parle essentiellement des fêtes de Noël. Et je crois que certains médias ont sauté sur l'occasion. Mais vous savez, lorsqu'on parle de quelque chose, il faut maîtriser le sujet. Ce que je reproche à un certain nombre de vos confrères de la presse nationale, et ce que je reproche à certains de mes collègues, de droite et de gauche, c'est qu'ils parlent d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. La Corse, c'est compliqué. C'est compliqué pour un Corse. Et bien des fois, on se prend les pieds dans le tapis nous-mêmes, ici, chez nous.
Et quand je vois certaines personnes donner des leçons avec une certaine forme de maestria sur la Corse, alors qu'ils n'y comprennent strictement rien, je me dis que ce n'est pas la meilleure des choses qui puissent se passer. Et puis surtout, je vais vous le dire très clairement, entre nous, ça m'agace. Comme ça agace beaucoup de Corses. Donc ces gens-là qui parlent beaucoup, qui donnent beaucoup de leçons, qu'ils apprennent d'abord le sujet avant d'en donner, et puis d'abord aussi qu'ils se taisent un petit peu. C'est ce que j'ai déjà demandé lorsque certains avaient poussé des cris d'orfraie suite au discours en Corse de Jean-Guy Talamogne. C'est qu'un peu de silence parfois c'est apaisant. La cacophonie c'est assez pénible, et notamment lorsqu'on entend beaucoup de bêtises, pour parler poliment, ce qui a souvent été le cas sur la Corse. Moi, j'ai pas envie de redevenir ce que nous avons été pendant une période où on nous montrait du doigt et où la Corse était un petit peu le mauvais élève de la famille ou de la classe d'école. La Corse, elle n'a pas de leçons à recevoir de la part de certaines personnes. Ce qui se passe chez nous, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours maîtrisé, c'est pas toujours grandiose, mais je n'ai pas à rougir de ce que je suis, et en tant qu'élu de la Corse et en tant que Corse avant tout, moi je ne rougis pas de ce que je suis. Donc les commentaires, c'est les commentateurs, et je pense qu'ils n'ont pas véritablement la connaissance du sujet, mais vous savez, je suis quelqu'un de plutôt magnanime, je leur pardonne leur ignorance. Merci beaucoup Laurent Marcante. J'ai juste une petite parenthèse pour rappeler que le quartier des Jardins de l'Empereur, on n'a pas l'occasion de l'évoquer ici, mais il est resté dans les dispositifs du contrat de ville, et donc les dispositifs dont vous parliez, eh bien, ils vont pouvoir être mis en place. Il est resté dans le contrat de ville grâce à l'action coordonnée de la mairie d'Ajaccio, de la communauté d'agglomération du Pays ajaccien, c'est-à-dire des élus, et du préfet de Corse, qui sur ce sujet a été parfaitement à la hauteur de sa mission. Merci et à demain. Merci. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour à notre invité, le député maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. Bonjour. Bonjour. On va parler des élections à la collectivité territoriale de Corse qui ont porté Jean-Guy Talamogne à la tête de l'Assemblée de Corse, Gilles Simeoni à la tête du conseil exécutif. Gilles Simeoni que l'on va retrouver juste après son élection à la tête de ce conseil exécutif. Je pense que comme tous les autres, nous ressentons beaucoup d'émotions parce que, comme je l'ai dit lors de mon discours, c'est à la fois un point d'aboutissement et un point de départ. Un point d'aboutissement qui vient couronner des dizaines d'années de lutte. Et au moment où nous sommes heureux aujourd'hui, bien sûr, nous pensons aussi à toutes celles et à tous ceux qui ne sont plus là, qui ont sacrifié beaucoup de leur vie, de leur liberté pour l'idéal que nous continuons à porter aujourd'hui. Et cet idéal qui vient d'être consacré par le suffrage universel dimanche dernier. Donc beaucoup d'émotions, bien sûr, et en même temps la conscience aiguë d'être à un point de césure dans l'histoire de cette île et de ce pays. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, c'est une aspiration puissante à la paix, au développement, un souffle d'espoir qui traverse la société corse tout entière, toutes générations confondues, des plus anciens aux plus jeunes, Corse d'origine, Corse d'adoption. Comme je l'ai dit au-delà du débat technique, ce qui s'est passé la semaine dernière n'est pas une simple victoire électorale ou politique, c'est un véritable ras-de-marée démocratique, une révolution tranquille, pacifique, sereine. Nous voulons construire notre pays et nous voulons tout simplement être heureux. Laurent Marcante, il y a un point de départ et un point d'aboutissement aussi. Début de mandature, c'est toujours un point de départ. Quel que soit d'ailleurs celui ou celle qui l'entame et qui préside. Il s'avère que la différence, c'est qu'une famille politique qui jusqu'à là n'avait jamais été aux responsabilités, l'est aujourd'hui. Donc c'est un point de césure aussi, puisque précédemment il y a eu la gauche avec M. Jacob et son équipe. Et alors, M. Jacob, il y a eu la droite. Et aujourd'hui, il y a une alliance composée de Femoago Corsica et de Corsica Libera qui est aux responsabilités à l'Assemblée de Corse. Moi, j'ai été clair. Le fait démocratique, il doit être respecté. Et même si je n'étais pas favorable à cette élection à la présidence de Gilles Simeoni, puisque j'étais sur une liste concurrente, on gagne. Il m'est souvent arrivé de gagner. Il m'est d'ailleurs, je pense, souvent arrivé de gagner avec des gens qui ont voté pour M. Simeoni. Parce que, vous savez, je crois que la Corse a besoin de changement. Et à Ajaccio, il y a eu besoin de changement. Ce changement, il s'est opéré en 2014. Il a été confirmé de manière très forte en début d'année 2015. Et dans les rues, j'ai vu des gens qui, à mon avis, lorsqu'ils ont eu le choix municipal entre les mains, n'ont pas hésité longtemps avant de voter pour l'équipe que j'ai l'honneur de conduire et donc pour moi-même. Donc ça, c'est peut-être aussi un élément qu'il va falloir avoir à l'esprit dans les années à venir. Peut-être une autre manière de faire de la politique, une autre manière de concevoir le développement de nos territoires, une autre manière de s'adresser aux gens
avec lesquels nous voulons tisser un lien qui est celui d'une construction politique. Donc cette élection a été remportée par Gilles Simeone. J'ai eu l'occasion personnellement et publiquement de souhaiter bonne chance à cette nouvelle équipe, parce que voilà, la démocratie est passée. Maintenant, il y a une mandature qui s'ouvre, les sujets ne manquent pas, ils sont épineux, ils sont complexes. La situation dans laquelle la Corse se trouve est compliquée dans bien des domaines. Les transports, les déchets, la situation financière, le développement économique, notre culture, notre jeunesse qui a besoin, je pense, d'un cap et d'une vision de l'avenir. Eh bien, j'espère qu'ils réussiront. Parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire le soir des élections, si cette majorité réussit, ça voudra dire que la Corse réussira. Et ça voudra dire donc que la Corse sera sur une bonne dynamique, ce qui est souhaitable, et ce que du moins, moi, j'appelle de mes voeux. Et s'ils ne réussissent pas, eh bien, ils seront confrontés aux mêmes problèmes que ceux qui les ont précédés et qui n'ont pas été reconduits. Et surtout, s'ils prennent des décisions qui ne vont pas dans ce que moi j'estime être la bonne direction, je le dirai, bien qu'en n'étant pas élu à l'Assemblée de Corse. J'ai eu cette semaine l'occasion de vous dire que j'étais défavorable à la création d'une compagnie maritime publique. Voilà, c'est un débat politique apaisé qui doit s'instaurer. Et j'espère que ce débat politique, il vivra à l'intérieur de l'Assemblée, dont je ne suis pas membre, mais il y a parmi les élus de l'opposition, notamment dans la famille politique qui est la mienne, des hommes et des femmes que j'estime, qui, derrière le groupe présidé par mon ami José Ross, feront, je pense, ce travail d'opposition constructive, de proposition, mais également aussi de présence politique forte à l'Assemblée pour faire entendre une autre voix. Hein. Après tout, certes, une majorité nette s'est prononcée pour M. Simeone et M. Talamogne le 13 décembre. Ça fait 35% des voix, donc dire que 65% des gens n'ont pas choisi cette équipe et que la diversité des opinions doit s'exprimer et elle doit s'entendre et surtout, et je n'ai aucun souci par rapport à cela, j'ai pu le constater dès la prise de responsabilité, qu'elle soit respectée, la prise de parole différente, l'opposition en un mot. Alors, la situation de la ville d'Ajaccio, sous l'ancienne mandature, on vous avait souvent entendu, donc pas vous plaindre, mais vous préoccuper de cette situation de la ville d'Ajaccio qui n'avait pas toute sa place à l'échelon régional. Est-ce que vous pensez que ça va changer aujourd'hui ? Je l'appelle de mes voeux. Au moment où je vous parle, les contacts sont pris, je laisse le temps au nouveau président de l'exécutif et à son équipe, qu'elle soit l'équipe politique ou qu'elle soit l'équipe administrative, de se mettre en place. Vous savez, je suis passé par là et je sais qu'il est très difficile de s'installer et de prendre ses marques sans avoir le temps nécessaire pour le faire. Donc je ne suis pas là, je ne vais pas coller au train de Gilles Simeone pour lui mettre une quelconque forme de pression. C'est pas comme ça que je compte faire les choses. Tout comme d'ailleurs je ne l'ai jamais fait avec son prédécesseur. Cela étant dit, la Corse, c'est 360 communes, c'est 315 000, 320 000 habitants, mais c'est une capitale qui fait 67 000 habitants, qui est la 73e ville de France, qui est belle, qui est une chance, c'est Ajaccio. Et il s'avère que moi j'ai la charge d'Ajaccio et de ses enfants. Et que rien ne passera avant Ajaccio et avant la défense des intérêts des Ajacciennes et des Ajacciens. Et je n'ai aujourd'hui aucune crainte. Je pense que Gilles Simeone est un nationaliste corse, qu'il aime la Corse dans toute sa diversité, et que donc il aime aussi Ajaccio, et qui saura se montrer équitable. Si tel ne devait pas être le cas, vous savez que j'ai une liberté de ton, que certains m'envient peut-être parfois, mais j'en ferai tout usage pour rappeler que Ajaccio n'est pas traitée comme elle devrait l'être dans le cadre des politiques menées par la collectivité territoriale de Corse. Mais je n'ai pas de raison de croire aujourd'hui que cela ne sera pas le cas. Donc j'attends avec bienveillance de rencontrer le président du conseil exécutif pour les projets structurants dont la ville d'Ajaccio a besoin et qu'il faut bien avouer, ni la droite ni la gauche n'a été en mesure de mettre sur pied durant les dernières années. Et je conclurai sur cette phrase pour vous dire, vous savez, en Corse, Ajaccio ne fera rien seul, mais rien ne se fera sans la ville d'Ajaccio. J'en suis persuadé. Il serait totalement inepte de tourner le dos à 67 000 habitants et puis même encore plus au pays ajaccien tout entier qui approche des 100 000. Je parle évidemment du pays ajaccien réel, pas celui de l'Acapa qui est un paysage administratif, mais le pays ajaccien réel qui inclut la rive sud et qui est quand même bien plus vaste que celui de l'Acapa.
Je crois vraiment qu'il serait une erreur stratégique, politique, humaine, de prospection et d'anticipation vers l'avenir, d'ignorer le fait que le pays ajaxien, s'il fonctionne bien, si demain il est tourné sur une bonne perspective, eh bien ce sera quelque chose de bon pour la Corse tout entière. Merci beaucoup, Laurent Marcangeli. On se retrouve demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Laurent Marcangeli. Bonjour. Député maire d'Ajaccio qui nous accompagne durant toute cette semaine pour parcourir en notre compagnie l'actualité de la Corse. On va parler bien évidemment de la problématique des déchets. On va écouter une courte interview de François Alphonse, qui est maire d'Haute-Sagne, qui donc connaît pleinement cette problématique des déchets. On l'écoute et on vous retrouve après. Moi, ça fait 10 ans que je gère une commune. Les solutions, il n'y en a pas souvent. Donc, il n'y a que des problèmes. Il faut aller chercher à ce que les choses évoluent dans le bon sens. Ce que l'on a fait, c'est la bonne méthode. C'est-à-dire, on a défini un cap, on a dit où on voulait aller et on cherche une solution pour la période transitoire, parce qu'il y a toujours des périodes transitoires. La Corse ne deviendra pas un paradis écologique par un coup de baguette magique. Ça sera un travail. Ça sera aussi un travail de mobilisation. C'est pour ça que les associations ils sont importantes dans leur part de travail, car l'inertie, c'est quand même la caractéristique principale de l'attitude des acteurs quand un dossier est difficile et demande de l'engagement. Donc on est dans une phase, alors il y a une période un peu de crise bien sûr, on essaye de jeter les jalons, maintenant on fait avec les pouvoirs que l'on a. Quand on est maire, on n'a pas tous les pouvoirs, mais quand on est président de l'exécutif non plus. Ici, l'exécution des décisions appartient au CIVADEC, qui n'appartient pas à l'Assemblée de Corse, ni au Conseil exécutif. C'est quelque chose d'assez complexe. Laurent Marcangeli, donc pas beaucoup de solutions pour François Alphonse si le CIVADEC, le volet technique en fait de ce dossier déchets. Alors, on a entendu beaucoup de critiques à l'encontre du CIVADEC. Est-ce que vous les partagez ? Oui, pour partie, je les partage. Aujourd'hui, il y a une situation qui dépend du CIVADEC. Le CIVADEC est responsable par délégation des problématiques liées aux déchets dans de nombreux territoires, pratiquement l'ensemble du territoire de la Corse. Alors pour ce qui concerne la CAPA, depuis 2013, elle est adhérente du CIVADEC, elle est la première contributrice, et donc elle pourvoit au fonctionnement des centres d'enfouissement qui sont la propriété du CIVADEC et qui fonctionnent par le CIVADEC, mais avec l'argent du contribuable. Et lorsque on bloque un centre, les raisons après on pourra en discuter, mais là encore, force est de constater qu'on est un peu, voire même beaucoup, dans une forme de prise en otage. Moi, j'ouvre les yeux, je sors de chez moi, je vois des poubelles par terre. Je veux dire aux Ajaxiennes et aux Ajaxiens que c'est pas parce qu'on a décidé d'arrêter de collecter, c'est parce qu'on ne sait pas où les mettre. Parce qu'on nous empêche de les mettre là où on devrait les mettre. Et qu'on empêche donc de rendre le service que vous payez, Ajaxiennes et Ajaxiens. C'est ça la réalité. Après, les motivations des habitants de Vico ou des villages aux alentours, je les comprends. Sogo et Achino. Pendant 30 ans, on a eu les poubelles de 50 communes à Saint-Antoine. On a payé quand même notre prix de solidarité. Vous savez que la CAPA, qu'on critique beaucoup ces derniers temps, parce qu'on ne fait pas que critiquer le CIVADEC, elle n'a pas demandé la note à toutes les communes qui ont pollué Saint-Antoine pendant 30 ans. Elle a elle-même dépollué, à ses frais, donc aux frais du contribuable communautaire, des 10 communes. C'était quand même un acte de solidarité forte que la ville d'Ajaccio avait à l'époque. En totale illégalité fut un temps, et dans des conditions sanitaires plus qu'inférieures à ce qui se passe à Vico, à Vigianel, à Prunello di Fiumor ou ailleurs. Donc moi aujourd'hui, je voudrais dire que la solution elle existe, à condition de sortir les projets, des projets qui soient respectueux de l'environnement, des projets qui soient aussi responsables. Il n'est pas normal que le territoire communautaire sur lequel la ville d'Ajaccio se trouve, qui est le premier producteur de déchets, s'exonère de sa part de responsabilité. Nous devons peut-être réfléchir à la création d'un équipement sur le territoire de la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Moi, j'y suis prêt. J'en ai parlé avec le président de la CAPA, Jean-Jacques Ferrara, et je pense qu'à terme, ce serait peut-être aussi une solution afin de soulager notre arrière-pays rural, qui ne doit pas être le seul à supporter le poids de la gestion des déchets en Corse. Mais, un équipement de quel type ? Un équipement qui d'abord, je tiens à le dire très clairement, tournerait le dos à l'incinération qui n'est pas aujourd'hui acceptée pour des raisons qui ont été soulevées il fut un temps, mais je crois qu'il faut se tourner vers la valorisation,
parce qu'il y a des valorisations qui peuvent exister, notamment de certains déchets, que le plan PIEDMA qui a été voté par la CTC il y a quelques années va être modifié. Moi, c'est la présidente de l'Office de l'environnement qui l'a annoncé, pour permettre peut-être aussi de trouver d'autres techniques, parce que le tout enfouissement, excusez-moi de vous le dire, mais quand on enfouit 100% de ce qu'on a, mais qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants là encore? On laisse un territoire pollué. Je vous rappelle quand même que quand on enfouit à 100% ou pas loin, 90%, ce qui est à peu près le cas aujourd'hui, puisque le tri et le recyclage ne marchent pas aussi bien ici que dans d'autres territoires, on laisse notre terre dépérir. Et donc on se fait à l'idée de laisser cela. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, je suis à des responsabilités, je ne peux pas l'accepter. D'où peut-être l'action des comités de défense. L'action des comités de défense, mais elle est, je vous l'ai dit, elle est respectable, l'action des comités de défense. Mais après, il y a certaines personnes qui sont dans les comités de défense qui me surprennent. Je ne parle pas forcément du bas au poumon ou polito. Je connais certaines personnes, je sais qu'ils vivent dans le Vicolais, ils y ont leur vie, leur activité économique. J'ai vu certains groupements se créer avec des gens qui vivent à Ajaccio. Alors peut-être que le week-end, ils montent au village, mais les Roumens, pendant la semaine, c'est à Ajaccio qu'elles sont déposées. Et c'est dans les bacs de la CAPA qu'elles sont déposées. Donc à un moment, il faut quand même avoir une forme de cohérence et de respect. Et à un moment, il ne faut pas relancer les querelles idiotes, imbéciles, de l'urbain contre le rural. Parce que c'est très vexant. Parce que nous sommes tous plus ou moins urbains aujourd'hui. Et on descend tous plus ou moins du rural. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc je suis de l'Ouest Corse, à l'origine. D'un village qui s'appelle Reds, dans le Cruz. Donc je connais parfaitement le paysage que j'ai pas envie de voir détruit, pollué. Mais en même temps, certains ont parfois des attitudes et des propos qui, moi, me blessent. Et qui, d'ailleurs, ne font rien avancer au problème. On va prendre nos responsabilités. Vous savez, Rome ne s'est pas fait en un jour. Il s'avère qu'avec mon équipe municipale et avec la communauté d'agglomération qui est présidée par mon ami le docteur Jean-Jacques Ferrara, nous sommes aux responsabilités depuis moins de 2 ans. Ça fera 2 ans au mois de mars. Et personne n'a oublié que nous avons une petite période où nous n'étions pas en responsabilité eu égard à l'annulation des élections par le tribunal administratif de Bastia. Je crois qu'on avance quand même assez vite. On proposera un certain nombre de solutions. On fera partie de la solution. La CAPA fera partie de la solution. Peut-être même que la CAPA est la solution. Nous ne défausserons pas devant nos responsabilités. On a la chance d'avoir des agents qui travaillent dur, qui font un métier difficile. Et il faut aujourd'hui qu'on sorte par le haut dans cette problématique, en respectant les intérêts de tous, en respectant l'identité de tous. Et évidemment, moi, pour le rural, je ne veux pas un avenir de poubelles à ciel ouvert pour des territoires qui sont magnifiques, d'ailleurs. Les deux Saures en font partie de ces territoires magnifiques que nous aimons, que je représente à l'Assemblée nationale également. Mais dans certaines revendications, je le dis très clairement, c'est un peu un coup de gueule. Je suis peiné et blessé parfois de ce que j'entends. Alors une solution, à quelle échelle à peu près de temps? Et puis en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Et vous avez également parlé de valorisation. Valorisation, ça veut dire tri. Et la Corse, c'est pas un très bon élève. Mais il faut qu'on soit meilleur. De toute manière, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il faut se dire que c'est pas un choix qu'on va proposer aux gens, c'est une obligation. Si on veut s'en sortir, il faudra évidemment être beaucoup plus performant dans ce domaine-là. Ensuite, quelle échelle? Il y a des échelles administratives qui sont incompressibles, vous le savez bien. On ne peut pas normalement se projeter sur une période qui soit inférieure à 2 ans et demi. C'est ainsi. On ne pourra pas faire autrement. Du moment où nous ferons savoir à la population quel est notre choix, nous nous réunirons avec les maires de la communauté d'agglomération sous la présidence de Jean-Jacques Ferrara. Nous ensuite proposerons à notre conseil communautaire réunis de se déterminer, de voter pour une orientation et si c'est accepté par une majorité, ce que je pense ce sera le cas, et bien là nous lancerons un compte à rebours. Après, pour la période transitoire, il y a déjà une chose que je tiens à dire. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on peut encore exporter. Ça ne sera plus le cas. Voilà. Qu'ils comprennent bien, qu'ils se mettent vraiment à jour. Nous n'aurons aucune autorisation d'exporter nos déchets. Aucun préfet de France et de Navarre n'accordera la possibilité à la Corse d'exporter ses déchets sur le territoire du département dont il est le préfet. Aucun. Et aucun site n'acceptera les poubelles de la Corse à l'avenir. Donc la solution, c'est nous qui devons l'avoir. Donc quand on est quelqu'un qui revendique son appartenance au peuple corse, comme certains, et qu'en même temps on dit on va exporter les déchets, je trouve qu'il y a quand même une petite difficulté dans le raisonnement.
On ne peut pas demander toujours plus d'autonomie, toujours plus de puissance pour nous, toujours plus de responsabilité pour la Corse, et en même temps se tourner vers le continent en disant on va envoyer les déchets sur le continent. Et je ferai rappeler quand même aussi que le coût de carbone des transports, ça aussi au niveau de l'environnement, c'est pas exceptionnel, et que ça pollue l'atmosphère. Parce que bon, l'environnement, il n'y a pas comme une bulle au-dessus de la Corse. Lorsqu'on pollue l'atmosphère, on le pollue aussi pour la Corse. Donc il y a quand même des raisonnements qui parfois me laissent un peu pantois. Moi je suis là pour construire, je ne suis pas là pour détruire. Je suis là pour laisser quelque chose de plus positif aux générations futures. Et j'essaye d'inscrire mon action politique dans ce raisonnement-là. Mais les collectifs, il est peut-être de bon ton de considérer qu'ils ont raison à 100%. Il s'avère que ce n'est pas le cas et que s'il y a bien quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités pour le dire, ben je prends ce rôle sans problème et je suis prêt à en débattre avec eux, il n'y a aucun souci, mais à condition qu'on respecte ma ville, qu'on respecte le pays ajaccien qui travaille et qu'on respecte la population qui y vit. Merci Laurent Marcangeli, merci, à demain. Bonjour et bienvenue, dernière émission de la semaine en compagnie du député maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. Bonjour. Bonjour. On va parler d'un sujet plus léger aujourd'hui, on va parler de football. Voilà, en compagnie de Léon Luciani pour l'AC Ajaccio. Léon Luciani qui a transformé sa forme juridique, on va dire. Léon Luciani va nous expliquer de quoi il en retourne et puis on se retrouve tout de suite après. Concrètement, ça va changer en fait l'actionnariat, puisqu'aujourd'hui l'ACA c'est l'association ACA qui est détentrice, qui est l'actionnaire unique de la société. Le changement en SAS va permettre à des investisseurs de pouvoir investir dans le club, de pouvoir amener d'abord l'investissement, mais au-delà de l'investissement, un véritable plus économique, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Le football aujourd'hui, il y a la nécessité de le faire par rapport à la réglementation. Ça fait 1 an et demi que devant la DNCG, je leur dis on va le transformer. Ils disent mais quand? Donc aujourd'hui, il faut passer par ça. Et puis après, il faut se donner les moyens pour résister et pour être présent dans le football professionnel, puisque aujourd'hui, tous les clubs du championnat de France sont sur des structures ou SAOSP ou des SAS. Donc il faut impérativement que l'on aille vers cette structuration qui est indispensable. Une structuration indispensable pour la survie des clubs. 3 clubs professionnels pour la Corse, c'est pas trop? C'est beaucoup, mais en même temps, les résultats qu'ils ont obtenus leur permettent d'être là. Et puis, on serait quand même mal perçu de regretter que nous ayons le Sporting, le Gazélec et la CA au niveau du professionnalisme français. C'est un exploit. Vous savez, la Corse, voilà, on en parle beaucoup parfois pour critiquer et pour dire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Je trouve que depuis une dizaine d'années, nous sommes au moins capables d'exploits sportifs, parce que quand même le Paris Saint-Germain, avec tout l'argent qu'il a dans ses caisses, il n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions. Mais le fait que le Gazélec obtienne les résultats qui sont les siens aujourd'hui, que le Sporting se maintienne face à une finale de Coupe de la Ligue, que l'ACA ait réussi le parcours qui a été le sien, ça vaut des Champions League, vu les moyens qu'on a. Donc il y a une structuration. Moi, ce que je constate depuis quelques années sur le territoire d'Ajaccio, c'est qu'il y a 2 clubs qui se sont structurés, qui sont devenus vraiment des clubs professionnels. Alors l'ACA a une petite antériorité, parce qu'elle a accédé à l'élite en 2002. Elle a fait de gros efforts financiers en matière d'équipement sportif, notamment de son stade, mais également des stades d'entraînement. Il y a eu un professionnalisme très avancé qui s'est développé autour de ce club. Et puis là, aujourd'hui, il y a le Gazélec, avec des dirigeants exceptionnels aussi. Je crois qu'il faut quand même se rendre compte d'où était parti le club il y a de cela seulement 4-5 ans, en CFA, c'est-à-dire l'équivalent de la 4e division. Donc il y a des efforts qui sont fabuleux qui sont réalisés, avec très peu de moyens, parce qu'il y a des gens qui se donnent, parce qu'il y a des gens qui mouillent le maillot, pas forcément que sur le terrain, et qui font des bons choix, des choix de manager, des choix stratégiques pour une entreprise, parce qu'un club de football, c'est une entreprise. Il y a certes les joueurs, qui sont des salariés, l'entraîneur, les staffs techniques, mais il y a aussi des employés autour, qui y vivent et qui donc vivent de ce salaire. Et en même temps, c'est une source de fierté. Source de fierté pour le supporter, source de fierté pour le maire. Quand les clubs ajacciens gagnent, le maire d'Ajaccio, il est plutôt fier, il est plutôt heureux. Et ça fait partie quand même des sujets sur lesquels j'arrive à m'agagner et à monter un peu la sègue à mes collègues sur le continent qui parfois, malgré les grandes villes
qu'ils administrent sont au même niveau que moi. Mes amis marseillais n'ont pas réussi à battre le Gazélec il y a de cela quelques semaines. Lorsque je discute avec le député maire de Reims, qui est un jeune élu, qui est un ami également, et que le Gazélec va gagner à Reims 2-1, ben voilà, on se régale un petit peu. Et comme on dit chez nous, on prend un peu en main. Donc c'est une source de satisfaction, et puis surtout c'est une source de rêve pour les gosses. Moi j'ai été un petit garçon qui allait au stade, j'allais dans les deux. Le premier stade dans lequel je suis rentré, c'était celui de Mezzavi, j'étais un enfant. Je me disais, si je pouvais voir toutes les semaines un match de première division, je serais l'enfant le plus heureux du monde. Aujourd'hui c'est possible à Ajaccio, c'est possible à Bastia. C'est vraiment un motif de satisfaction, mais je me mets à la place des dirigeants des deux clubs, que je connais très bien, qui sont mes amis. C'est difficile, c'est particulièrement difficile, particulièrement complexe, et c'est, comme on dit, c'est un capato, être président de club avec si peu de moyens, mais en même temps la passion est là, et il y a une forme de niveau élevé, je pense, chez nos dirigeants, parce que sinon nos clubs n'en seraient pas là. Alors justement, en tant qu'élu, on a souvent entendu parler sport de masse, on va dire, ou sport professionnel. Vous pensez qu'il n'y a pas du tout d'antagonisme entre les deux, au contraire, l'un se nourrit de l'autre? Nous, la politique sportive de la ville d'Ajaccio, je crois qu'elle est extrêmement forte. Je crois que mon adjoint Stéphane Vanouch peut être un adjoint au sport comblé. Nous avons une action sportive particulièrement puissante dans tous les domaines. On a fait un city trail nocturne où on a dû limiter les participants. Il y avait plus de demandes. On a dû stopper les inscriptions. Nous avons en sport automobile des initiatives avec le 4e rallye du País Guayaquil qui se déroulera au mois de mars. C'est une épreuve de très haute qualité avec une étape, une super spéciale nocturne dans les rues d'Ajaccio. Nous avons des compétitions de tout sport sur la ville d'Ajaccio. La ville d'Ajaccio se prête au sport. D'abord, les Ajacciens sont sportifs. Et je crois que le cadre est particulièrement plaisant pour y effectuer des disciplines diverses et variées. Donc moi, je suis un maire qui aime le sport et je suis un maire qui souhaite que la ville d'Ajaccio conserve cette capacité sportive. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est aussi avec un club qui est dans l'élite du volleyball français depuis plusieurs années et qui réussit des exploits de manière assez régulière. Donc c'est quand même, pour une ville de 67 000 habitants, quelque chose d'assez fort. D'ailleurs, le classement de la ville en matière de résultats sportifs est assez éloquent. Je crois que nous sommes dans les 10 premiers. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Marcangeli, d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Et encore une bonne année qui commence, même si j'ai déjà fait les vœux. C'est toujours bon aussi de souhaiter à celles et ceux qui nous écoutent que l'année 2016 soit bonne pour eux, que la paix et la santé soient sur leur famille, ceux qu'ils aiment.